Bien, je vous propose donc de démarrer et je vous invite donc et vous accueille dans cette session numéro 116 de nos webinars. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui est un sujet technique qui est celui donc des bases de données vectorielles. Alors, pour ceux qui ne touchent pas à l'intelligence artificielle ou qui ne sont pas orientés système, peut-être que ça va leur sembler un peu étrange et extérieur, mais en fait, c'est une nouvelle génération de bases de données qui n'appartient pas uniquement à l'intelligence artificielle, même si c'est elle qui a fait découvrir le concept, qui maintenant est devenu absolument incontournable. Je vais essayer, pendant cette heure, d'expliquer les principes. Par moments, ça pourra vous sembler un peu trivial et un peu simpliste, mais je pense qu'il faut revenir aux choses très concrètes, quitte un peu, si vous voulez, à paraître comme étant donc simpliste. Je vais essayer d'expliquer tout simplement pour la raison suivante. Je vais vous faire un aveu. Voilà un concept qui, avec mes habitudes d'utilisateur et de développeur avec un monde relationnel, voire même un monde réseau de bases de données au préalable, ça m'a paru complètement farfelu. Et j'ai eu beaucoup de mal, finalement, à un peu apprivoiser la bête et finalement à développer quelques applications sur ce sujet. Parce que c'est quand même relativement différent. Ça remet en cause beaucoup de principes que nous avions donc, dans la gestion des bases de données. Alors, c'est complexe, hein, mais à la limite, c'est le cheminement que nous allons effectuer pour arriver à la compréhension donc, de ce concept qui est véritablement intéressant. Donc, je partage mon écran, si vous le voulez bien, comme d'habitude. Bon, je commence donc par me rappeler donc le sommaire que je vais suivre, hein. D'abord, pourquoi une base vectorielle? Pourquoi aller s'embêter à inventer un nouveau machin alors qu'on dispose quand même déjà d'un certain nombre de SGBD, hein, et en particulier donc, dans le monde NoSQL, donc avec des langages de requête qui ne sont pas SQL. On va voir le cheminement, hein, donc, qui nous a permis donc d'arriver à ce fameux vectoriel. Et je vais rappeler, pour ceux qui l'auraient oublié, mais c'est vraiment par acquis de conscience, hein, ce qu'est donc en fait, les bases, hein, d'où on vient, et puis surtout, c'est quoi un vecteur? Puisqu'on va parler de bases de données vectorielles qui enregistrent des vecteurs, mais c'est quoi un vecteur? Alors, j'essaierai, dans la mesure du possible, de ne pas utiliser donc un langage mathématique, parce que c'est trop facile, hein, parler d'un espace vectoriel, etc., etc. Bon, c'est pas l'objectif, hein. Ce qu'on veut ici, c'est comprendre vraiment de quoi il s'agit, quitte à tordre le cou de temps en temps à quelques vérités, hein. Et ce qu'il faut, c'est comprendre. Mais pour comprendre, justement, il va falloir parler de tokenisation et de embedding. Ce sont les techniques qui permettent de fabriquer les objets que l'on va ensuite, les vecteurs, que l'on va ensuite donc stocker dans ces bases de données. Deux opérations bien distinctes qui sont essentielles. Et si vous travaillez dans le monde de l'intelligence artificielle, ce qui va être de plus en plus le cas maintenant, vous serez forcément confronté à ça. Bien. On parlera donc des objets multidimensionnels, parce qu'il y a deux natures finalement de vecteurs, hein, ceux qui sont homogènes avec les données qu'ils enregistrent, c'est le cas par exemple des images, mais il y a aussi on va dire des vecteurs qui enregistrent des choses très différentes, l'âge du capitaine, son métier, etc. Donc des choses qui sont très différentes. On parlera donc d'objets multidimensionnels. Et alors, on va aborder ce qui fait la caractéristique forte donc de ces bases de données donc vectorielles, c'est le principe de similitude. Et c'est ça qui est véritablement nouveau. Et vous allez voir que contrairement au système traditionnel dans lequel on interroge à partir d'une requête et on demande de sortir les valeurs exactes qui correspondent à la requête, là, c'est pas pareil du tout. Là, on va travailler par similitude. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, auquel il faut donc s'habituer. On va parler des calculs de distance, parce que pour évaluer, on va dire, la similitude entre deux vecteurs, on va mesurer leur distance, non pas
pas seulement d'ailleurs leur distance géométrique, mais il y a toute une série de distances au sens mathématique du terme qui sont applicables et utilisables dans certaines applications et pas dans d'autres. Alors on va voir qu'il y a les distances de Tchévychev, de Jacquard, etc. Et donc c'est vous, si vous développez, qui allez devoir choisir l'API et donc le calcul de distance qui correspondra donc le mieux. On parlera donc des algorithmes de similitude, et c'est là où c'est compliqué. Parce que il y en a toute une série. Vous avez des algorithmes de force brute que j'évoquerai, mais aussi des algorithmes, ce qu'on appelle des algorithmes de regroupement. Donc c'est très différent et par moments c'est quand même pas très évident donc à comprendre. Bien, on va parler de tout ça. On va faire une petite comparaison, hein, histoire d'avoir quelques idées donc sur le sujet entre ces différents algorithmes, et on se servira d'un concept qu'on appelle O parenthèse n. Je vous expliquerai donc de quoi il s'agit, qui permet de mesurer le temps qui sera nécessaire pour qu'un algorithme effectue le travail que vous lui demandez. Alors, le O de n, on verra que c'est un algorithme dont le temps est proportionnel au nombre d'objets que l'on va interroger. Et il y a d'autres formulations possibles. L'objectif, et je vous le dis tout de suite, c'est que ce que l'on cherche, c'est d'avoir des temps de réponse, des temps d'exécution qui ne demandent pas 3 semaines, et deux, que les résultats soient quand même corrects. Et on va toujours jouer là-dessus, entre ces deux critères, et certains algorithmes favoriseront donc la vitesse et d'autres favoriseront plutôt la vérité et la qualité, hein, et d'autres essaieront un petit peu de mélanger la chèvre et le chou. Et je terminerai par une présentation donc des produits du marché tels qu'ils existent aujourd'hui. Alors, c'est un marché, c'est vrai, qui commence maintenant. Alors, on a essayé d'avoir un petit peu quelles étaient un petit peu les prévisions que l'on pouvait faire. D'après Markets, qui est un organisme d'observation qui est assez crédible et assez intéressant, on est sur un marché dans les années ici, on est dans un marché à peu près de 2,5 milliards donc, de dollars. Ah, c'est pas le nirvana, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça devrait monter avec on va dire un taux de progression qui est à peu près de 23%, donc c'est pas neutre. Alors, moi je pense que ces chiffres sont sous-évalués, parce qu'on ne peut pas, il y a beaucoup d'applications maintenant pour lesquelles on ne peut pas ignorer ce type ce type donc de base de données. On ne peut pas se servir d'une base relationnelle, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ni une base réseau, voire d'une base NoSQL. Et donc, on va forcément devoir plonger un petit peu dans ce monde qui est celui des bases vectorielles. Alors donc, pourquoi? Alors, vous avez remarqué hein, que quand vous branchez sur un site internet et que vous mettons un système donc de recommandation, vous achetez un bouquin, vous achetez quelque chose, et on vous dit, bah, puisque vous avez acheté ça, bah, vous pourriez acheter ça, ça et ça. Parce que finalement, ça ressemble. Eh bien, ce sont des applications qui sont basées là-dessus. C'est-à-dire que on donne, on va dire, en vecteur de requête le livre que j'ai acheté, et il cherche dans la base de données tous les vecteurs qui représentent donc des livres qui ressemblent à celui que j'ai acheté. La notion de ressemblance pouvant être proche, pouvant être éloignée. Alors des fois, effectivement, ça ne correspond pas du tout. Hein. Mais c'est ça, le principe de similitude, c'est ça, et ça sera d'essayer de retrouver des objets, donc des vecteurs, qui sont donc proches de celui que je pose, on va dire comme dans mon langage de requête. Alors il y en a toute une série, hein. Il y a la reconnaissance d'images, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui utilisent ce genre de choses. Bon, sachant qu'il peut y avoir un coefficient d'incertitude et d'erreur qui n'est pas négligeable. Bon, je vous l'ai dit, les bases de données classiques, ça marche plus. Donc il faut quand même trouver autre chose. Et je rappelle quand même le concept donc de SGBD. SGBD, système de gestion de base de données, ça veut dire que j'ai des systèmes qui vont traiter à la fois la partie stockage des données, mais également la partie interrogation, donc requêtage. D'un côté, vous avez un système qui va stocker donc des données, et de l'autre, vous avez des langages d'interrogation donc de ces données. C'est l'essentiel de ce que fournit donc le SGBD. Alors pourquoi est-ce que vous, comme moi, vous allez être concerné par ça? Eh bien parce que vous allez acheter des produits.
hein, pour votre entreprise, vous allez acheter des produits tout faits et derrière, eh bien, vous aurez une base vectorielle. Alors, pour ne pas être pieds et mains liés entre les mains d'un prestataire, je pense qu'il est préférable d'avoir une connaissance quand même suffisante de ce concept, hein, de manière à pouvoir discuter donc avec lui et ne pas lui laisser faire n'importe quoi. Et puis, bien entendu, si vous développez une application, hein, alors pour l'instant, j'avoue qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Et ceux qui se sont risqués sur le sujet, on ne peut pas dire que ça a été vraiment un franc succès, hein. Mais enfin bon, c'est comme ça, hein. Vous aurez donc à développer de plus en plus donc des applications, c'est à peu près une certitude. Bon, alors je rappelle rapidement, hein, c'est simplement pour l'histoire un petit peu de fixer les idées, un petit peu quelle est l'histoire finalement des bases de données. Quand on regarde, bon, les premières bases de données on sont sorties à peu près dans les années 65-66, c'était un modèle hiérarchique. C'était le système donc DL1, qui était le langage de requête, hein, et le système IMS, c'était des arborescences, hein, extrêmement rigoureuses, et assez compliquées, enfin plutôt pas très efficaces du point de vue de l'interrogation. Mais ça a bien marché et on a trouvé des applications là-dessus sur des très nombreuses machines qui étaient donc des mainframes. Ensuite, on a vu apparaître le modèle réseau. Là, c'est plus une arborescence mathématique, hein, mais c'est un graphe où chaque objet est connecté à un certain nombre d'autres objets. Et pour pouvoir accéder au contenu d'un objet, il fallait soit avoir une clé d'accès direct, ce qui était contraignant et coûteux du point de vue encombrement et performance, soit il fallait indiquer quel était le cheminement pour y parvenir, ce qu'on appelait autrefois le VIA7 en COBOL. Ensuite, on a vu arriver les langages objets, avec également une base de données orientée objet. Les bases orientées objet, ça n'a jamais marché. Pourtant, c'était une idée remarquable. Mais il y avait, bon, à mon avis, deux défauts. Le premier, c'est que c'était plutôt des bases de données qui étaient proposées par des communautés open source et qui évidemment étaient en opposition formelle avec les grands éditeurs qui étaient donc Oracle, IBM et les autres. Et ces éditeurs, et c'est ça la deuxième défaut, eh bien, ont tout fait pour empêcher finalement ce mode de stockage et de requêtage de données d'émerger. Ce qui est très dommage. Ça nous aurait évité en particulier de faire ce qu'on appelle des translations dans nos applications, à savoir je lis une donnée relationnelle avec un langage orienté objet, je récupère la donnée, je la convertis en un objet, je fais donc ma cuisine dessus et je restitue dans la base de données une information qui est sous forme relationnelle. Donc cette traduction, hein, est inutile et elle est donc coûteuse. Les bases relationnelles donc existent depuis, elles aussi à peu près depuis les années 70. Je rappelle que c'est IBM, hein, qui avait inventé ça et qui avait créé donc le langage SQL. IBM n'a pas pu continuer à utiliser le SQL parce que le terme appartenait à un propriétaire terrien britannique qui ne voulait pas partager donc la chose, hein. Bon, en tout cas, ce n'est pas Larry Ellison. Hein, Larry Ellison, qui est donc était un peu aujourd'hui encore un peu le pape des grosses bases de données relationnelles dont on a des difficultés aujourd'hui pour se séparer, hein. En tout cas, c'est IBM qui l'a créé et vous connaissez bien sûr ces bases de données qui sont très répandues. Le mode NoSQL est apparu à la fin des années 90, hein, presque aux années 2000, le terme tout au moins a été inventé par un Italien qui s'appelle Strozzi, et vous connaissez les bases avec telles que Cassandra avec son langage de requête SQL, les bases clés-valeurs, les bases orientées documents, etc., etc., qui ont beaucoup de succès, en particulier aujourd'hui avec donc les objets, les capteurs, hein, avec les bases de données dites time series, donc orientées vers le temps. Et donc, en 1979, des chercheurs qui travaillaient sur la compréhension du génome humain ont dû trouver quelque chose pour représenter les caractéristiques du génome humain, avec les gènes, les trucs et les machins. Et évidemment, les bases de données qui existaient à l'époque, ça ne collait pas. Parce que pour un même objet, il y avait tout un tas d'informations différentes qui caractérisaient cet objet, plus le volume
de données absolument considérables qu'il y avait donc dans l'ADN faisait que, eh bien, ça ne pouvait pas coller. Le moindre traitement, si on avait travaillé avec une base relationnelle, aurait demandé 3 années-lumière. Hein. C'est impensable. C'est comme ça qu'est né, on va dire, le premier, on va dire, exemple, hein, d'utilisation des vecteurs. Bon. Ça nous amène donc à faire un double bilan. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un marché qui est très fermé, qui est celui, donc, on va dire, des bases propriétaires, même si le langage de requête, lui, n'est pas propriétaire, hein, SQL. Hein. Et puis à côté de ça, vous avez maintenant des innovations, et donc les bases vectorielles font partie donc de ces innovations. Alors le vecteur. Un vecteur, c'est un objet mathématique qui possède une valeur, on pourrait parler d'une longueur en géométrie, une direction, et un sens, dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est un vecteur au sens géométrique. Et la direction et le sens constituent ce qu'on appelle, depuis de tout temps, hein, donc une orientation. Alors, on voit un exemple ici en bas. Hein, vous avez donc un vecteur V1 à une dimension. Pourquoi? Parce qu'il est représenté sur un axe. Et plus la longueur est importante, évidemment, plus le vecteur va se répandre. On est sur une dimension. Mais on est capable, parce qu'on est doué, on est capable effectivement en plus de faire et d'imaginer des vecteurs à 2 dimensions, x et y. Et là, vous avez un vecteur qui a 2 coordonnées, une coordonnée x1 et une coordonnée y1. On parle d'abscisse donc on parle d'abscisse et d'ordonnée. Et on est capable même d'imaginer des vecteurs en 3 dimensions. Bon, avec cette fois-ci 3 dimensions, x, y et z. Mais au-delà, on ne sait plus faire. Notre cerveau n'est pas capable d'imaginer donc comment se présenterait un vecteur avec 44 dimensions. Mais là, quand on va parler de base vectorielle maintenant, c'est pas 44 dimensions, c'est peut-être 1000 dimensions. Ah oui, des objets qui sont caractérisés par 1000 valeurs qui sont les dimensions et qui sont au nombre de peut-être de plusieurs milliards. Alors, vous vous rendez bien compte qu'avec ces machins-là, on ne peut pas utiliser donc les SGBD traditionnels, c'est pas possible. Donc il fallait bien inventer quelque chose. On peut prendre des exemples. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait finalement 2 natures de vecteurs selon qu'ils étaient homogènes ou hétérogènes. Homogène, on prend une image. On prend une image, mettons noir et blanc, pour simplifier les choses. Eh bien, elle est caractérisée par des pixels. Le pixel peut avoir une intensité ou une valeur qui va, mettons, de 0 à 100 ou de 0 à 1000. Bon. Mais chaque pixel répond à la même définition. On dira donc que la base de données, c'est une base de données qui comportera autant de dimensions qu'il y aura donc de pixels, mettons 1 million, hein, mais chaque pixel et chaque dimension est homogène par rapport à l'autre. Alors qu'on peut imaginer aussi des vecteurs qui sont cette fois-ci hétérogènes. J'ai pris un exemple ici, l'exemple d'un animal. Par exemple, on peut imaginer que l'une des dimensions, c'est le nombre de pattes. Une autre, ça peut être la longueur du cou. Une autre encore, ça peut être la couleur de sa toison, sa taille moyenne, un critère de dangerosité, la présence d'un bec. S'il est fan de Trump, non, j'ai rien dit là, on va pas parler de Trump. Hein. Bon, vous voyez, tout un tas de critères qui n'ont rien à voir finalement les uns avec les autres. Vous voyez? Eh bien, on pourra avoir des vecteurs avec 2000 caractéristiques différentes, mais complètement diverses. Et donc, ce sont vraiment des vecteurs hétérogènes et d'autant plus complexes à manipuler qu'ils sont avec des dimensions très nombreuses. Et puis, surtout, les vecteurs sont eux-mêmes très nombreux puisqu'ils peuvent être de plusieurs milliards. D'ailleurs, je rappelle au passage que quels ont été les premiers à être vraiment concernés par tout ça. Ça a été donc les grands éditeurs tels que Facebook, Google et les autres, parce qu'ils avaient le problème. Et ils avaient en particulier, donc, Google avait inventé un concept de base de données extrêmement performante et distribuée, mais ça ne collait pas. Et donc, ils sont bien entendu très intéressés, ils ont été très intéressés par l'arrivée de ces bases-là. Bon. Alors, ce que l'on va faire après, c'est pour ça qu'on va parler maintenant de tokenisation, donc de embedding, c'est qu'on va construire, on va fabriquer chacun des vecteurs qui va être géré par ces bases de données spéciales, donc tokenisation donc, et embedding. D'ailleurs, au passage,
On est quand même bizarrement fait, hein, les êtres humains. Pourquoi on est limité à trois dimensions? Moi, ça me frustre, hein. Pourquoi je ne peux pas imaginer quatre, cinq, six dimensions? Est-ce qu'on a, il n'y a pas véritablement des, on va dire des chemins à parcourir pour essayer peut-être d'imaginer, on pourrait avoir d'autres dimensions. Einstein avait imaginé la quatrième dimension qui était le temps, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Nous sommes dans notre cerveau, dans la représentation physique de notre cerveau, limités à trois. Pourquoi? Très difficile à dire. Bien. Donc, tokenisation et embedding, voilà des termes. Je vous invite, si vous voulez bien, à vous souvenir d'eux, parce que vous allez les retrouver très souvent. La tokenisation, c'est quoi? C'est ce qui est expliqué ici. C'est finalement la décomposition d'un objet, on va dire en sous-objets, en éléments, hein, chacun d'eux pouvant être une caractéristique de quelque chose qu'on veut représenter. Par exemple, en technologie dite de NLP, c'est-à-dire de reconnaissance donc de la parole, reconnaissance de l'écriture, hein, dont on se sert beaucoup maintenant, hein, eh bien, on va décomposer une phrase ou un texte en mots, en groupes de mots, en sous-mots, voire en caractères. Et chacun de ces sous-mots ou chacun de ces caractères, eh bien, on lui attribuera une valeur numérique qui est standardisé, qui est normalisé. Ce qui veut dire qu'à partir d'un texte, qui est donc quelque chose qui n'est pas manipulable en l'état par un ordinateur, vous allez créer par tokenisation, et le embedding, c'est la construction donc des vecteurs, hein, avec ces différents tokens, donc vous allez réaliser des vecteurs numériques. Chacun des vecteurs numériques en fonction donc ce qu'il veut représenter, eh bien, va être la conséquence du découpage en tokens de la tokenisation et de la numérisation de ces différents tokens pour les représenter dans un vecteur. Ce n'est pas autre chose, hein. Finalement, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la tokenisation, on ne part pas de zéro, hein. Il y a aujourd'hui des standards, si on sait faire les choses. Il y a quand même, alors, on ne vous demandera pas d'inventer donc un système de découpage en tokens, puisqu'il en existe maintenant de tout fait. Peut-être on vous demandera peut-être de les compléter. Mais il faut bien comprendre ça, hein. La tokenisation, c'est le découpage en tokens qui est très variable, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est très différent entre une image, entre une séquence vocale et puis avec un texte, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire que je découpe l'origine, la source, je le découpe en petits morceaux, les tokens, chacun d'eux reçoit une valeur numérique. Cette valeur numérique est associée à d'autres valeurs numériques pour le même objet, et l'ensemble constitue un vecteur. Et donc c'est ça que j'ai donc à gérer et à manipuler par mes bases de données. Base de données donc vectorielles, mais cette fois-ci, on ne pourra plus se servir donc des systèmes donc, que l'on connaissait jusqu'à maintenant, et on passera par des mécaniques différentes telles que la similitude. Alors, les objets multidimensionnels, j'ai voulu quand même en représenter un, hein. Un vecteur, si vous voulez, la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas, sauf cas particulier, tout interroger. En général, vous allez avoir un même vecteur avec un grand nombre d'informations donc multidimensionnelles et différentes, mais que l'on pourra regrouper éventuellement selon un certain critère. Ça peut être peut-être la proximité avec des animaux. Alors j'ai représenté ici à gauche un chat, un chien et puis un scarabée. Bon, pourquoi pas? Bon, ça peut être des instruments de musique, ça peut être des engins mécaniques tels qu'un avion ou un char d'assaut. Ça peut être, vous voyez, des êtres humains. Alors Donald Trump, j'aurais dû l'enlever celui-là. Al Capone, donc il va bien avec. Et puis un policier, et puis Madonna. Vous voyez, on essaiera par moment de regrouper certains, en fonction de l'application bien entendu, de regrouper certains de ces des vecteurs par, on va dire,
critères que nous, les utilisateurs, nous allons donc donner. On pourra également passer par une phase de normalisation. Je m'explique. Comme on est sur du numérique, imaginez que on veuille représenter, on veuille caractériser le côté vert d'un objet. Ben, on pourra peut-être, sans passer de 0 à 255 comme on le fait habituellement, peut-être qu'on pourra dire que 0, c'est pas vert du tout, que 1, c'est très vert, et qu'entre les deux, ben, on a des valeurs décimales qui vont pouvoir représenter de la vertitude, donc décimale. Bon, on pourra faire tout ça. Et au bout du compte, vous avez donc bien des objets. Des objets qui sont donc des vecteurs au sens où je l'ai expliqué jusqu'à maintenant. Alors, on en arrive au cœur, vraiment c'est le cœur de cette présentation, c'est donc le principe de similitude. Je rappelle que vous connaissez ça bien puisque vous utilisez donc probablement SQL depuis très longtemps. Vous faites une requête SQL, select le nom du fichier. Vous voyez, vous donnez les champs where, vous mettez les conditions, point virgule. Bon. Le système va répondre avec les objets qui correspondent exactement à cette demande. Là, c'est pas la même chose. Là, je vais dire, voilà, imaginons que je veuille proposer des systèmes de recommandation dans les livres à un utilisateur qui s'est connecté sur mon site internet. Je suis donc, j'ai acheté un livre, eh bien, le fait d'avoir acheté un livre va me générer ce qu'on appellera un prompt ou une demande ou une requête, qui va donc être un vecteur qui sera caractérisé par le livre que j'aurai donc acheté. Et donc le système va aller chercher qui sont les livres dont le vecteur est plus ou moins proche en termes de similitude de celui que j'ai demandé. Alors, on voit arriver la notion donc de prompt. Et on verra d'ailleurs que la construction de ce vecteur d'interrogation n'est pas quelque chose de neutre et de simple. Je vous dis, c'est quelque chose de différent et de nouveau qui change un petit peu nos habitudes, voire même les remettre en cause. La similitude, c'est une valeur qui est calculée donc par l'une des méthodes existantes et qui vont donc dépendre des applications. Et je vous ai dit tout à l'heure que on se servait en particulier du calcul de distance, l'une des distances, pour mesurer donc cette similitude. Mais on pourrait d'ailleurs aussi parler de distance géométrique. Pourquoi pas? C'est aussi une façon, donc, voyez. Alors, il y a donc beaucoup de systèmes aujourd'hui. Alors, je vais y venir dans un instant. Alors, on peut dire ce qu'aurait dit Monsieur de la Palisse, que si la distance entre deux vecteurs est faible, encore faut-il définir ce qu'est le mot faible, eh bien, on dira qu'ils sont proches. Bon. Si elle est élevée, on dira qu'ils sont donc éloignés. Mais tout ça, c'est paramétrable. C'est-à-dire que si vraiment on veut se limiter à quelque chose de très proche, eh bien, peut-être qu'on n'aura qu'une seule solution, que un ou deux. Vous voyez, c'est ça qu'on va essayer de faire. On cherche les objets qui sont proches, qui ressemblent. Et donc, on est tout à fait dans un monde tout très différent de ce qu'étaient donc de ce qu'étaient les bases que nous connaissions jusqu'à maintenant. Bon, principe de similitude. Alors, le calcul des distances. On m'a souvent demandé, mais oui, mais alors, il va falloir que maintenant on se transforme en mathématicien. Euh, enfin, je pense que aujourd'hui, travailler dans le monde de l'intelligence artificielle ou de la science des données, d'ailleurs, quand même assez proche, je pense que ça nécessite quand même d'avoir un certain nombre, on va dire, d'idées sur les mathématiques telles qu'on nous les a enseignées quand on était à l'école. Alors, le problème des mathématiques, c'est ce que j'ai souvent relevé dans ces webinaires, c'est qu'il y a un jargon mathématique. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'utiliser des mots que personne ne comprend. Tout à l'heure, j'ai pris souvent cet exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé donc des arborescences, des bases de données hiérarchiques d'IBM. Les mathématiciens, ils appellent ça des arborescences quasi fortement connexes inférieurement. Alors évidemment, il suffit que vous disiez ça, votre interlocuteur va s'en aller immédiatement. Il faut essayer d'éviter d'avoir un jargon qui soit trop mathématique, parce que d'une certaine manière, ce jargon nous protège. Et c'est pas bien. Il ne s'agit pas de s'expliquer à soi-même quelque chose, mais c'est de l'expliquer à d'autres. Alors il y a
différentes formes de distance. Alors, je vous ai, alors d'abord, on verra ça dans les. Commençons par les distances. On va parler des distances d'Euclide. Alors c'est la plus connue. La distance d'Euclide qui est représentée ici, donc à gauche. Vous avez donc les extrémités de deux vecteurs, ici en vert et en rouge. Ben, c'est la distance, j'allais presque dire géométrique, qu'il y a entre ces deux extrémités. Alors, vous avez les formules qui sont ici. La distance est la racine carrée de la somme des différences élevées au carré de l'abscisse et de leurs données. J'en dis pas plus. On peut étendre l'idée à n dimensions, et cette fois-ci, ben, vous aurez la somme du carré, enfin c'est la racine carrée de la somme des carrés des différences de chacune des dimensions des vecteurs. Voilà, c'est pas plus compliqué. C'est très utilisé, ça c'est simple en plus, très utilisé pour des apprentissages automatiques, ce qu'on a souvent dans le machine learning. En particulier quand on veut calculer donc des régressions linéaires, c'est-à-dire d'imaginer quelque chose éventuellement dans le futur à partir d'informations, c'est utilisé également dans un algorithme, peut-être vous connaissez, qui est celui du clustering, la fabrication de clusters, ce qu'on appelle les cas plus proches voisins et les cas moyennes. Vous savez, là aussi on trouve des noms qui sont pas évidents, un peu à dormir debout, mais c'est comme ça. Le défaut on va dire la distance euclidienne, c'est ne pas être très adapté à des dimensions très élevées. Et ça nécessite aussi d'être normalisé avant d'être utilisé. Mais c'est très employé, incontestablement. Et vous avez, et c'est vrai pour toutes les autres distances, vous avez donc des API, des frameworks, qui vous permettent de mettre en œuvre, on va dire, calculer une distance euclidienne sans trop vous casser la tête à comprendre réellement ce qu'il y a de mathématique derrière. Bon, elle est importante, très importante. La deuxième, qui est très connue également, c'est ce qu'on appelle la distance par cosinus proche. Alors là, vous l'avez dans le deuxième schéma ici, et vous avez deux vecteurs. On s'intéresse à l'angle des deux vecteurs. Voyez, bon, l'angle des deux vecteurs est du cosinus, au sens trigonométrique donc du terme, de ces deux vecteurs. On l'utilise beaucoup dans les comparaisons pour les textes, quand on veut comparer deux textes entre eux. Par exemple, quand on veut démontrer que, eh bien, le livre que vous avez écrit a été écrit par ChatGPT, ce qui est de plus en plus le cas, ou que vous êtes professeur et puis vous avez des copies qui se ressemblent bizarrement quand même, et vous dites un tel ou un tel a copié sur un tel. Pour comparer donc des textes, c'est très utilisé donc pour ça, également utilisé donc en classification pour faire ouais, bon. Pareil, la requête ici donne lieu donc à un prompt, qui est un vecteur, et c'est le cosinus de l'angle qu'il fait qui va servir de critère de similitude, et la formule est indiquée ici. Je précise dans cette formule, pour ceux qui sont à l'aise en mathématiques, le AB, c'est ce qu'on appelle la multiplication scalaire des vecteurs, c'est la multiplication de chacune des X et des Y et des Z, et A, pas barbare, mais double barre A, c'est la norme, la longueur en fait du vecteur. On parlera également, je vous en ai présenté 8 ici rapidement. Vous avez également la distance de Hamming. Alors ça, la distance de Hamming, ceux qui travaillent dans les télécoms connaissent bien ça, parce que c'est utilisé justement dans les protocoles de télécommunication. Ça mesure le nombre de valeurs différentes entre deux vecteurs. Alors, par exemple, entre Le Marson et Canadien, la distance de Hamming est de 6, parce que sur 8 caractères, il n'y en a que 2 qui se correspondent, qui sont le A et le N. Cette distance est très utilisée également. Alors, il est intéressant de savoir à quoi ça correspond. On parle également de la distance de Manhattan. Manhattan, qu'on appelle également L1 dans la littérature. Alors là, ça fait la somme des différences, des valeurs absolues entre les points. En gros, si vous voulez, pour se représenter les choses, quand vous en avez plusieurs, pour aller d'un point à un autre, la distance pour aller d'un point à un autre, eh bien, on calcule la somme des trajets verticaux ou horizontaux. On monte comme ça, hop, hop, mais pas diagonalement. Alors ça aussi, ça sert dans beaucoup d'algorithmes, par exemple
aussi pour le clustering, et puis alors là c'est un terme encore complexe, les K-ménoïdes, le ménoïde étant un concept donc mathématique qui ressemble un petit peu au centre de gravité, hein, et puis le K-mé. Bon, voilà quatre exemples, on va dire, de calcul de distance. Et puis quatre autres, rapidement, hein, la distance de Chebyshev, Chebyshev qui est un mathématicien et qui nous a fait beaucoup souffrir, parce qu'entre autres, il y a les polynômes de Chebyshev. Et il faut vraiment s'accrocher, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de mathématiciens russes qui sont qui ont été particulièrement brillants et extraordinaires, hein. Bon, vous avez Chebyshev, on l'utilise dans des applications de logistique, par exemple. Vous avez la distance de Minkowski, qui est une généralisation donc, des distances euclidiennes et de Manhattan. Et vous avez ici la formule, et si P, dans cette formule, si P est égal à 1, c'est la distance de Manhattan, et si P égale 2, ça revient à la distance euclidienne. Vous avez aussi la distance de Jacquard. Et là, ça ne mesure pas la similitude entre deux vecteurs, mais entre deux ensembles de vecteurs. Voyez, et on utilise donc les intersections et les unions au sens de l'algèbre, hein, de la théorie des ensembles. Et là, vous voyez, avec une taille des ensembles, qui est ce qu'on appelle leur cardinalité. Donc on compare non plus de vecteurs, la distance entre deux vecteurs, mais des groupes de vecteurs. C'est plus la même chose. Et puis j'ai également cité, mais il y en a plein d'autres, hein, l'exemple de la distance de Sorensen-Dye, ici, qui ressemble un peu à celle de Jacquard, fait à peu près la même chose, hein, mesure également donc une similitude entre des ensembles de vecteurs et non pas entre des entités individuelles. Alors, je ne prétends pas expliquer dans le détail à quoi correspondent toutes ces distances, mais on va se servir de ça quand, dans les algorithmes qu'on va mettre en œuvre, on va calculer la similitude entre deux vecteurs gérés par une base de données vectorielle, et bien on se servira de ça. Voilà. Et donc, il y aura des distances qui seront plus ou moins adaptées aux applications qu'on va leur soumettre. Alors, les algorithmes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ce qui les caractérise finalement, et c'est vraiment essentiel, c'est que elles suivent deux impératifs. Vous aurez donc des algorithmes qui seront très rapides et d'autres qui seront de grande qualité. On peut prendre un exemple tout simple, ce qu'on appelle la force brute. La force brute, c'est le fait de dire je ne me casse pas la tête, j'interroge tous tous les vecteurs. Si j'en ai 1 milliard, eh bien, j'ai mon vecteur de requête issu du prompt, hein, qui va être comparé à chacun des vecteurs du milliard de vecteurs. Si par hasard le vecteur est compliqué, avec qu'il soit hétérogène, avec 1000 dimensions, imaginez un peu ce que ça va donner du point de vue du temps. Alors évidemment, on pourra faire du calcul, ce qu'on appelle la force brute, mais plutôt dans le cas, on va dire, de population de vecteurs relativement donc limitée. Et puis alors, l'autre solution, ça va être de dire, bon, je peux accepter de me tromper et de fournir une réponse qui ne sera pas forcément parfaitement adaptée à ce qu'on me demande. Et je n'aurai peut-être pas trouvé tous les vecteurs qui sont proches de celui qui va me permettre d'interroger. On va parler à ce moment-là donc d'algorithmes de regroupement, car en fait c'est ce que font ces outils. Ils sont face à une population donc de vecteurs très importante et ils disent je ne peux pas faire de la force brute, donc je vais réduire le champ d'interrogation de ces populations. Et en le réduisant par un moyen ou par un autre, eh bien, je vais réduire donc mon interrogation à cette réduction, mais il est possible que à ce moment-là, je vais oublier qu'il y a d'autres vecteurs ailleurs qui sont pourtant intéressants. Donc ça va plus vite, puisqu'on va réduire la taille on va dire, de ma sous-population qui est interrogée, mais on n'est plus exhaustif. Tout au moins, il y a quand même un risque de non-exhaustivité. C'est toujours ça. Vous allez avoir soit la qualité de ce que vous voulez obtenir, donc finalement c'est l'exhaustivité de vos réponses, et puis vous avez les performances. Et donc il faudra toujours faire un cheminement entre les deux. Et le schéma qui est ici
qui parle de quatre algorithmes, hein. Alors, force brute, HSNW, LSH et IVF, dont je vais parler maintenant. Eh bien, vous voyez en vert, donc, c'est la qualité des requêtes et entre autres leur exhaustivité. Et puis, vous avez en rouge la vitesse de traitement. Et vous voyez bien que pour les forces brutes, le rouge est très bas parce que ça demande beaucoup de temps. Alors que le système, on va dire, le système HSNW et IVF sont beaucoup plus rapides. Maintenant, en termes, on va dire, de qualité des réponses, c'est parfait pour la force brute à condition d'avoir le temps. Mais par contre, pour d'autres algorithmes, ça peut être quand même nettement moins bon. Bon, donc il ne faut jamais oublier ça, cette recherche de compromis finalement entre l'exhaustivité, donc la qualité, et puis donc le temps de traitement. Alors, je vais regarder, parce que c'est tellement fascinant et nouveau que ça vaut la peine de les regarder d'un peu plus près. Les systèmes de base de données vectorielles implémentent un ou plusieurs algorithmes de recherche. On n'est plus dans du SQL, hein. Donc un ou plusieurs algorithmes de recherche. Le premier, donc, ça s'appelle donc force brute que j'ai déjà évoqué. On l'appelle aussi flat index, hein. C'est le plus simple et je vous dis, on compare donc le vecteur d'interrogation donc avec la totalité donc de la population des vecteurs. Alors, ces performances, on dit qu'elles sont linéaires. Vous voyez, O de n, on parle également de grand O. Hein, ça témoigne de la complexité d'un algorithme et du temps de traitement que cet algorithme induit. Alors, le n ici, c'est le nombre d'objets dans la population, mais O de n, ça veut dire que le temps d'exécution, comme je l'ai dit tout à l'heure, dépendra donc du nombre d'objets. Et s'il y en a des milliards, ça va prendre du temps. Mais elle n'est pas une obligation. Ça peut être la complexité peut dépendre d'autres choses. Et donc, par exemple, quand on dira O de 1, le grand O de 1, ça veut dire que le temps de traitement sera toujours le même, quel que soit le nombre d'objets. Et puis, on pourra utiliser à la place de n au carré, logarithme de n, etc., etc. Tout dépendra finalement donc, du contexte. Pour en revenir, donc, c'est intéressant parce que si vous regardez la littérature, vous verrez que vous allez retomber assez souvent là-dessus. On va vous dire, bon ben voilà, la complexité de l'algorithme, c'est O entre parenthèses, logarithme de n parenthèses. Alors si évidemment vous ne savez pas ce que c'est quand même un peu gênant. Ce qu'il faut, c'est simplement avoir une idée quand même de ce que ça représente. Bon. Alors, O de n donc, dépend du nombre de vecteurs. Alors, on peut l'utiliser pour un nombre limité, on va dire, d'objets. Alors, je ne peux pas vous donner le nombre d'objets, ça dépendra de ce qu'il renferme. Hein. Ça peut être une centaine d'objets, ça peut être 1000 objets, ça peut être 1 million, ça va dépendre. Hein. Ce qu'il faut, c'est, si vous utilisez donc le flat index, il ne faudra pas non plus que ce soit des cathédrales gothiques, des objets, des vecteurs constitués de choses très, très différentes par millions. C'est quand même pas très évident. Hein, pas très évident. Donc, c'est vous qui allez faire finalement un compromis et qui allez faire un choix à partir du moment où ceci est donc bien compris. Alors, euh, je crois que Alors, je vais maintenant regarder, et on va donc insister là-dessus, sur quatre algorithmes de recherche, enfin, algorithmes de regroupement et de calcul donc de similitude. Hein, c'est le langage de requête, encore une fois. Alors, j'en ai pris quatre, parce que d'abord, c'est les plus importants, mais il en existe d'autres. Bon. Mais ceux-ci représentent au moins 80-90% des applications telles qu'elles sont conçues donc aujourd'hui. Alors, d'abord le mode H. Le principe du mode H est le suivant. C'est ce qui est montré ici, c'est le schéma en haut ici à gauche. Hein. Vous avez une population donc de vecteurs et vous allez calculer pour chacun des vecteurs un H. Je rappelle que le H, c'est une sorte de passeport. C'est une valeur numérique, hein, c'est une valeur qui est calculée en fonction d'un certain nombre de critères avec l'input. Alors, on calcule un H qui caractérise ce vecteur. Vous pouvez aller du vecteur vers le H, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est-à-dire, en partant d'un H, vous ne pouvez pas reconstituer donc le vecteur d'origine. Alors, ce que l'on fait là, eh bien, on prépare, en fonction de l'application, la population des vecteurs, on la prépare en calculant les H
de tous les vecteurs, donc ça, qui va demander du temps, hein, évidemment, hein, le H de tous les vecteurs qu'on va regrouper par valeurs de H proches les unes des autres. C'est ici en jaune, et j'ai trois objets, trois vecteurs dont le H est à peu près le même, qui peut être d'ailleurs exactement le même, parce que ici les H ne sont pas des H de grande longueur. Hein. Ce qu'on cherche d'ailleurs, c'est des collisions entre H, puisqu'ici ce qu'on veut, c'est regrouper donc des vecteurs. Et si on ne veut pas des collisions, eh bien, il n'y aura pas de regroupement, c'est pas possible. Donc on aura des longueurs de H qui sont relativement limitées. On aura ici en jaune avec un certain nombre de vecteurs, on aura en bleu un certain nombre d'autres vecteurs, etc. Et quand je vais interroger donc ensuite, eh bien, à partir de mon vecteur d'interrogation, eh bien, il va calculer le H de mon vecteur d'interrogation. Il va dire, bon, dans la population, donc de sous-population donc, de vecteurs, ah ben tiens, mon vecteur d'interrogation, il ressemble beaucoup, il a à peu près la même valeur que ça. Eh bien, à partir de là, je vais interroger cette sous-population et uniquement celle-là pour vérifier quel est l'objet le plus proche encore de celui qui me sert de requête. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de regroupement. On parle d'une grande population, mais pour des questions de performance, comme on ne peut pas tout interroger, eh ben, on va limiter notre requête donc, à un certain nombre d'objets et on passe dans la technologie donc des H par un calcul de H. C'est exactement ce que fait donc l'algorithme qu'on appelle LSH, hein, et cet algorithme utilise la distance de Hamming pour ses calculs de similitude. Il y a une autre mode qui est également très très utilisée, qui est ici donc représentée en haut à droite, c'est le mode arbre. Là encore, c'est toujours le même critère, hein, on cherche à réduire donc le temps donc d'exécution. Alors ce qu'il fait, lui, il essaye, il élabore à partir d'un arbre, il élabore une arborescence qui va dépendre et qui va être issue d'un découpage de l'espace cible. De manière, on construit une arborescence de manière à ce que on puisse éliminer des branches entières, hein, vous voyez, on fait des regroupements, et ne s'intéresser qu'à des branches dans lesquelles on pourra trouver effectivement des vecteurs qui correspondront à mon vecteur de requête. Donc c'est un petit peu la même idée, sauf qu'on ne se servira pas ici donc de H, mais on va se servir la fabrication d'une arborescence à partir d'un arbre dans laquelle on va cheminer simplement dans une direction, voyez, de manière à trouver très rapidement l'objet, le vecteur qui m'intéresse. Alors, il y a beaucoup d'implémentations donc de ce mode. Les plus connus, c'est KD-Tree, il y a Ball Trees également, il y a Hanoi, hein, qui est extrêmement connu. Hein. Ça, à mon avis, vous pourrez difficilement y échapper. Bon. Troisième type d'exemple hein, d'algorithme de regroupement, encore une fois, ce sont des algorithmes de recherche de similitude. On va parler de l'algorithme de IVF. Alors là, c'est quelque chose d'assez fascinant. IVF, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous les objets, alors il ne les représente pas par des haches, ni par un arbre, mais il découpe l'espace de ces objets en ce qu'on appelle des espaces de Voronoi. Des espaces de Voronoi, et donc un espace de Voronoi est caractérisé du mathématicien Voronoi, hein, qui était encore une fois est un russe, hein, donc qui est caractérisé donc par c'est une cellule de Voronoi avec un centre, hein, avec un centre qui pourrait correspondre, si vous voulez, au centre de gravité. Et dans chacune des cellules, eh bien, on trouve des objets, des vecteurs qui se ressemblent. C'est un petit peu la même idée finalement que le H, sauf que le découpage se fait selon une algorithmique de Voronoi qui est quand même très différente. Et donc, quand je pose mon vecteur, il va donc il va dire, tiens, voilà la valeur de requête qui correspond donc à telle cellule de Voronoi, et je ne vais m'intéresser qu'aux vecteurs qui sont dans cette cellule de Voronoi pour faire mes comparaisons et mes calculs donc, de similitude. Bon, il y a l'algorithme HSNW qui est très connu. Hein, on appelle ça donc un algorithme d'escalade. Et là, ici, les similitudes, elles sont calculées par des distances euclidiennes. Alors, ce que je trouve
fascinant dans cette affaire de Voronoi, c'est que quand vous regardez la nature, vous tournez un petit peu, vous regardez la nature, vous apercevez que la nature, elle est très Voronoi, hein. Si vous prenez le pelage d'une girafe, c'est du Voronoi. Si vous prenez un espace dans lequel il n'y a pas d'eau, vous savez, il n'y a pas eu d'eau depuis très longtemps, eh bien la terre est craquelée. Eh bien, ce sont des espaces de Voronoi. Les abeilles, pareil, espace de Voronoi, voire même les nervures d'une feuille, espace de Voronoi. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un peu l'impression que la nature applique l'algorithme de Voronoi. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Évidemment, c'est l'inverse hein, qu'il faut comprendre. Mais c'est quand même assez fascinant, donc, cette chose-là. Ouais, donc, l'algorithme donc est Voronoi. Ouais. Bon, alors les algorithmes qui s'en servent, vous avez Elasticsearch qui est très connu également. Vous avez SolR qui est un moteur de recherche dans le monde open source qui l'utilise. Vous avez Facebook qui l'a utilisé pour ses propres besoins qui s'appelle Face, etc., etc. Bon, voilà un truc qu'il va falloir regarder quand même d'un peu plus près. Et enfin, vous avez le mode dit graph. Alors, c'est un mode que je trouve facile à comprendre, que je vais essayer d'expliquer. Plutôt que d'avoir vos vecteurs répartis dans un espace et il faut tous les interroger, il y a une phase de préparation. C'est-à-dire que on essaie de représenter les distances pour aller d'un objet, un vecteur, à un autre. Et on part d'un premier niveau où il n'y en a que deux. C'est l'autoroute, hein, avec deux objets. Et on descend, on fabrique donc des sous-niveaux en ajoutant. Alors, à partir du premier niveau, on va ajouter donc les voisins au sens distance du terme du premier objet, et pareil pour le deuxième objet. Donc on va rajouter des objets. Et donc les liens qu'il pourra y avoir entre ces objets qui ont été ajoutés. Et je rajoute comme ça au fur et à mesure donc des vecteurs, et j'aboutis finalement à un niveau dans lequel tous les objets sont représentés. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Imaginons qu'on veuille comparer un objet que je vais appeler Pécazy-les-Flaques d'Eau, une ville, avec Fouzy-les-Oies, voilà, deux villes. Est-ce que ce sont des distances, est-ce que ce sont des objets qui sont proches? Le mode graphe, l'algorithme de graphe, il va d'abord se positionner uniquement au niveau le plus élevé. Il va regarder s'il y a une autoroute entre Foisy-les-Oies et Pécazy-les-Flaques d'Eau. Évidemment, ça risque pas d'arriver. Il va regarder à un niveau en dessous, avec les voisins de Fouzy-les-Oies et les voisins de Pécazy-les-Flaques d'Eau, s'il n'y a pas des liens entre ces différents voisins qui permettraient effectivement d'y aller. Peu de chances d'y arriver. Mais eh bien, selon la nature de l'interrogation, il est probable que c'est à un niveau inférieur, lequel, ça va dépendre de l'application, où on va trouver un chemin qui permettra effectivement de partir du départ et d'arriver donc à l'arrivée. Vous voyez, on décompose, on complexifie finalement chacun des niveaux en partant du plus simple, en espérant que finalement on n'ait pas trop à descendre de manière à réduire le temps de calcul. C'est ça, donc l'algorithme de graphe, et il est fondé sur un algorithme finalement qui est très utilisé en sciences des données, ce qu'on appelle le skip list. Hein, vous aurez sans doute donc à regarder ça donc de près. Alors, HSLW donc l'utilise, hein, je l'avais donc déjà indiqué. Voilà quelques exemples hein, donc d'algorithmes que l'on va utiliser qui permettent donc de faire du requêtage. Mais vous voyez que c'est très différent de ce qu'on connaissait avec les bases de données habituelles. Hein. On n'est plus du tout dans le même. Alors vous me direz, on va avoir des API et on va avoir des frameworks qui vont nous aider donc à implémenter ces algorithmes. Hein, le framework étant une architecture d'implémentation. C'est vrai. Mais moi, je prétends qu'il faut quand même avoir une idée de ce qu'on manipule. Hein, parce que alors là, on va être complètement perdu. Hein. Je vois très bien des dialogues et des discussions de gens qui ne se comprendront pas sur le thème des bases de données vectorielles entre un prestataire et un utilisateur. Si on ne sait pas de quoi on parle, on ne peut pas se comprendre. Voilà donc les fameux algorithmes de regroupement. Je vous ai mis ici une, on va dire, une comparaison de ces algorithmes. Alors, c'est toujours
étant donné que les algorithmes peuvent être mélangés, alors ça peut être un peu plus compliqué, j'ai pris comme critère la vitesse de traitement, l'exhaustivité, c'est-à-dire la qualité des recherches, le temps de préparation, parce que vous voyez sur les graphes, par exemple, ou sur pas mal d'autres domaines, on a à préparer quelque chose, hein. On a à changer l'organisation finalement des vecteurs, la population des vecteurs en quelque chose d'autre. L'évolutivité, est-ce que c'est facile à faire évoluer? On peut ajouter ou non donc des objets supplémentaires. Est-ce que c'est pénalisant ou pas? Et est-ce qu'on a des besoins en mémoire importants, sachant que la plupart du temps, ces algorithmes sont entièrement en mémoire. L'utilisation d'un disque est tout à fait prohibée parce qu'à ce moment-là, on va multiplier les temps de réponse d'une manière absolument impossible, on n'y arrivera pas. Alors, vous voyez, ben, on ne va pas rentrer dans le détail de tout. La force brute, vitesse de traitement, on l'a dit, donc évidemment très lent, hein. La qualité, elle est excellente, hein. Le temps de préparation de la plateforme, ouais, c'est pas trop complexe, il n'y a pas grand-chose à faire. L'évolutivité, bah, il faut tout recommencer, hein. Si on rajoute des objets, bah, il va falloir recommencer tout. Les besoins mémoire sont élevés. HSNW, très rapide en traitement. Vous voyez, la qualité des recherches est très bonne, hein. Vous avez donc les critères qui sont indiqués ici, et en fonction de l'application que vous allez devoir implémenter, eh bien vous allez faire un choix qui sera tout à fait compréhensible. Ceci simplement pour nous aider un tout petit peu à s'y retrouver. Et puis alors, il existe donc des produits du marché, d'ores et déjà. Hein, alors, j'ai ici représenté quelques exemples, hein, que vous pourrez trouver, que vous pouvez utiliser, hein. Il existe en général d'ailleurs des solutions qui sont gratuites et pour un certain temps et qui vous permettent de regarder ce que ça donne et de voir si vous ne faites pas tout exploser chez vous, hein. Alors, vous avez une distinction que l'on va faire entre tout ce qui est open source et puis tout ce qui est propriétaire. On voit que l'open source est très développé. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, le monde open source, très chercheur, très universitaire, s'est précipité sur cette nouvelle technologie de base et donc on crée des choses nouvelles. Alors que le monde propriétaire, lui, est quand même un tout petit peu plus, on va dire, un peu plus prudent, hein. Bon, alors, parmi les noms que moi je vous recommande, hein, que vous pourriez regarder, c'est par exemple, alors, autre chose. Il faut savoir également que pour l'instant, il y a des spécialistes des bases de données vectorielles et en particulier dans l'open source. Mais je pense que avant 5 ans, il y en aura 4 sur 5 qui auront disparu. C'est un petit peu leur destin, et ce qui explique aussi d'ailleurs un petit peu la lenteur des solutions propriétaires. Euh, les propriétaires y allant quand même avec beaucoup plus de prudence, hein. Il y a vraiment deux natures d'intervenants. Parmi les nouveaux noms, par exemple, vous avez ChromaDB, hein, qui est open source, qui se sert, lui, alors je vous ai mis ici quelques indications, hein, avec le calcul par cosinus, hein, il est très efficace pour les systèmes de recommandation, de recherche, hein, basés sur la sémantique, bon, même pour fabriquer des chatbots, hein, des assistants. Bon, alors j'ai indiqué ici que ChromaDB permet de passer par un outil qu'on appelle LangChain, et puis il y en a d'autres, hein, et qui permet d'interfacer, vous savez, les grands modèles de langage qu'on appelle les LLM, d'interfacer ces LLM avec l'environnement. L'environnement étant quelque chose de peut-être de très complexe, de très très diversifié. Et vous avez des outils tels que LangChain, qui est très connu, qui vous permettent d'assurer, on va dire, cet interfaçage avec l'environnement. Et bien sûr, vous voyez, par exemple, avec ChromaDB, donc on va pouvoir le faire. Pinecone, c'est la star un petit peu du domaine, hein. Là, c'est un peu un compromis de vecteurs, de volume de vecteurs élevés, des temps d'exécution acceptables. Lui aussi, il est compatible avec LangChain. Vous avez le Weaviate. Weaviate, donc c'est une solution open source toujours, qui est assez connue pour ses capacités de sécurité, parce que là encore, il y a quelques problèmes de sécurité à régler, hein. Voilà. Et qui est réputé pour être capable d'intégrer nos propres données. Parce que nous, parfois, ce que l'on veut faire, c'est fabriquer nos propres objets, pas forcément ceux des autres. Donc là, c'est assez bien fait. Donc il a une réputation, on va dire,
on va dire, d'efficacité dans ce domaine. Face, donc Facebook l'a développé pour ses propres besoins. Vous avez Qdrant, Qdrant, donc, qui est un spécialiste lui aussi, et lui est en mode cloud. Et donc, il utilise donc un algorithme HNSW qui a été modifié, et il a une API qui est très connue et qui s'appelle, donc, qui est une API Open API, hein, qui est accessible avec pas mal de langages, et pas seulement en Python, ce qui peut être intéressant. Et puis, vous avez encore Milvus, vous avez PG Vector, etc. Et évidemment, si vous avez un appel d'offres à faire ou une application à développer, vous allez plonger donc là-dedans. Vous voyez, donc c'est ça que on arrive donc au terme de notre présentation, c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est vraiment un concept nouveau, quelque chose de très très différent. Alors, je n'ai fait qu'effleurer bien entendu le sujet. Si vous êtes intéressé, vous avez des explications plus approfondies sur notre site, hein, que vous pourrez trouver donc sur www.lemarceau.com. Je vous invite d'ores et déjà, on va dire, à la semaine prochaine, donc au 12 septembre, où le 12 septembre, je vais vous parler de cryptographie, mais plus précisément de cryptographie quantique, c'est-à-dire la peur viscérale que nous avons aujourd'hui de ne pas pouvoir s'opposer à un attaquant qui va utiliser une machine quantique pour casser nos algorithmes de compression. On va parler d'algorithmes elliptiques, de post-quantiques, etc. Donc pareil, on va essayer de faire preuve, on va dire, de pédagogie et d'expliquer ça sans trop entrer dans le détail mathématique, comme j'ai essayé en tout cas de le faire aujourd'hui. Voilà ce dont je voulais vous parler, chers amis. J'espère vous retrouver donc la semaine prochaine. Vous trouverez sur notre site la totalité de cette présentation d'aujourd'hui. De même, vous pourrez télécharger donc le PDF de la présentation. Et donc, j'espère vous retrouver prochainement pour parler de cryptographie. À bientôt et merci.